On connaît peu, voire pas, la réalité post-déploiement et post-armée des vétérans. Quels sont leurs enjeux, Ginette Doucet? Je pense que l'armée est excellente pour préparer ses militaires à aller à l'exercice, aller en déploiement, bien apprendre leur métier. Je crois que la sortie, le retour au monde civil peut être très difficile parce que c'est une perte d'identité, entre autres, pour nos vétérans puis nos vétéranes canadiennes. Fait que eux, c'est pas juste une job, c'est une mission, c'est leur vie, c'est leur identité. Et puis quand ils quittent, il y en a plusieurs, tu sais, qui sont rentrés dans les forces jeunes, très jeunes, en sortant de l'école même, et puis qui font 20 ans dans les forces, ils sortent, et puis les forces, c'est une prise en charge, hein. Donc ils sortent, et puis là, c'est comme si qu'ils arrivent dans un autre pays avec un système de santé qu'ils connaissent pas. Tu sais, on pense à une prise en charge qui a été complète pendant plusieurs années. Puis là, ben, on leur dit, mais finalement, tu retournes à la vie civile, puis faut se débrouiller. Ils ont beaucoup de soutien, par contre, ça, il faut le dire. Ils ont beaucoup de soutien d'anciens combattants, entre autres, pour les militaires qui ont accès à ce soutien-là. Mais il reste que psychologiquement, humainement, c'est une perte de repère totale pour la personne qui sort des forces là, après plusieurs années comme ça. Est-ce que, selon vous, Ginette Doucet, il y a un clash, une mauvaise évaluation entre deux univers dans lesquels sont plongés les vétérans et vétéranes? C'est quasiment deux planètes différentes. On vit pendant 20 ans sur une planète très réglementée, très encadrée, très secrète, dangereuse aussi. Et tout d'un coup, ça s'arrête et on est exfiltré sur une autre planète sur laquelle la majorité des gens vivent. Est-ce qu'il y a une mauvaise évaluation de ce clash-là, de cette différence-là? Bien, j'ai envie de dire, mais ça, c'est... personnellement, je crois que l'Afghanistan a amené quelque chose de positif. C'est une meilleure compréhension pour nous, les civils, de qu'est-ce que les militaires vivent. Leur vie régimentaire, leur vie de tous les jours, mais aussi leur vie en déploiement, dans le fond, en mission. Je crois que le clash est peut-être de notre compréhension de leurs besoins. Même je crois que avant l'Afghanistan, les militaires eux-mêmes ne demandaient très peu d'aide. C'est encore mal vu, mais ça l'était encore plus. Souvent, j'entendais parler de la vieille armée. C'était un monde, une mentalité différente. Puis comme civil, moi, je l'ai vécu en intervention, là, en travaillant avec eux. Comme civil, souvent, ils me parlaient en chinois. Ils me parlaient d'un monde que je ne comprenais pas. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à leur monde, à leur façon de vivre les choses, moi, à très petite échelle, j'ai senti que je pouvais mieux adapter mon intervention, puis juste mon tempérament, mon attitude envers eux. Fait que je crois que si, comme société, on comprenait un peu mieux de l'intérieur qu'est-ce qu'eux vivent puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, on pourrait adapter nos services mieux à leurs besoins. On a compris les post-traumatiques, on a compris que vivre des situations aussi violentes, ça avait forcément des conséquences, mais on n'a pas forcément imaginé qu'une carrière de 20 ans dans cet environnement-là, même si on n'est pas tout le temps en Afghanistan ou à Gaza, ça pouvait aussi impacter et la santé mentale et puis et tout simplement l'approche de la vie. Bien, ça impacte tout, en fait. Ça impacte la famille, ça impacte la façon même dont la personne elle parle. Sa communication devient différente. Puis, tu sais, le lien, tu me diras si ça fait du sens. Non, mais tu sais, le lien que je me disais, c'est, bon, l'adjudant qui parle à sa gang, à ses boys, là, si je prends le langage, bien, lui, il veut qu'il donne un ordre, un commandement, puis que ces boys, ils agissent, parce que sinon, je veux dire, il y a une menace, puis c'est toute notre vie qui en dépend. Fait que la communication est agressive, puis c'est correct, et direct, puis il n'y a pas de remise en question. Mais l'adjudant qui ensuite part de Valcartier, disons, puis arrive chez lui, mais le transfert de réalité qu'il a à faire en arrivant avec sa femme, avec ses enfants, avec son petit chien, puis il doit plus parler comme ça, parce que sinon il va dormir sur le sofa pendant une semaine, tu sais. mais
nous, ce qu'on voit comme civil, c'est juste le gars qui a été agressif avec sa femme, tu comprends? Et ça veut pas dire que c'est correct de parler comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois qu'il y a toute cette compréhension-là de, sans dire que oui, il y a l'Afghanistan, il y a eu la Bosnie, le Rwanda, il y a tout ce qu'on connaît, mais leur entraînement à la base les amène à changer une partie d'eux-mêmes, une petite ou grande partie d'eux-mêmes, puis leur fonctionnement de tous les jours devient différent du nôtre. Fait que nous, comme civils, ça peut être très confrontant, mais difficile à comprendre quand on l'a pas vécu de l'intérieur, justement. Les femmes vétéranes représentent 15,7% des forces armées et en 2019, en moyenne, 1,8 fois plus de risques de suicide par rapport aux femmes civiles. Ce sont des chiffres qui font peur, qui sont très effrayants, qui sont forts. Qu'est-ce qui explique cette réalité? Une réalité qui a été peut-être mise en lumière en 2015 dans un rapport sur les inconduites sexuelles. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Et puis, les enjeux des vétéranes sont évidemment différents des enjeux des vétérans. Bien, en fait, je peux dire ce que moi j'en pense de l'extérieur comme femme civile, mais ça serait intéressant aussi d'avoir le point de vue d'Elisa. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est que les femmes doivent, comme toujours, en faire un peu plus pour prouver que, déjà que le milieu, tu sais, on ne peut pas être faible, on ne peut pas être vulnérable, on ne peut pas être fragile. Je crois que comme société, souvent les femmes paraissent plus faibles, vulnérables et fragiles. Fait que dans Inforce, c'est comme si qu'elles doivent toujours mettre les bouchées doubles pour prouver qu'ils sont à la hauteur des attentes de leurs frères d'armes, mais de leurs supérieurs aussi. Fait que tu sais, ça veut dire que si les hommes ne demandent pas d'aide, ben tu sais, t'imagines la femme qui va demander de l'aide, ben c'est comme si qu'elle vient juste confirmer que, ben check, c'est sûr qu'elle allait demander de l'aide, là, elle est plus faible que les autres, tu sais. Fait que moi, ça, c'est un facteur que j'avais observé, puis que souvent les vétérans me nommaient aussi. Vous, comme femme, quel poste vous occupiez dans l'armée exactement? J'étais caporal, puis j'étais supply tech commis. Donc, pour moi, exactement comme Mme Doucette mentionne, le côté physique, on sait très bien que la masse musculaire d'une femme n'est pas l'équivalent d'une masse musculaire d'un homme. Mais dans les forces, on doit avoir la même ration. Donc, on doit faire les mêmes choses que les hommes. On sait que dans la vie de tous les jours, les femmes ont le côté plus intellectuel, plus le noyau d'utiliser, de faire action. Côté physique, ben c'est de posture, là, c'est de naissance, c'est prouvé. Mais dans les forces, on doit être l'équivalent si on veut être. Donc, on doit toujours se prouver d'être à la hauteur. On est beaucoup jugé par nos pères parce que, comme elle dit, regarde, ils sont pas capables. La femme ne sera pas capable de faire exactement la même chose. Donc, c'est un quotient, un niveau supérieur de de demande physique et psychologique. Demande physique. Mais c'est un niveau supérieur d'harcèlement parce que, oui, on va se faire crier plus après. On va se faire challenger plus. T'es pas capable de faire ça, t'es une bourrienne. Donc, il y a des conséquences qui viennent avec ça aussi. Les conséquences d'être toujours la ligne de ce qui est juste, ce qui est droit, par rapport à ce qui n'est pas correct. Donc, ce qui développe après ça des post-traumatiques, pas juste avec la mission, mais d'harcèlement. Parce que c'est toujours, beaucoup, les femmes vont être harcelées physiquement, sexuellement, psychologiquement. Pour ma part, j'ai eu les deux. Donc, femme d'aïeul, sinon, c'est toi qui vas passer pour la conne. On s'attaque aussi à l'estime de soi, parce que se sortir de ça, ça doit être un combat aussi. L'estime de soi est constamment attaquée. C'est dur à vivre. Oui, l'estime de soi, parce que c'est ça, tu veux dire, quand il y a une agression, c'est pas, tu vas pas crier haut et fort, je viens de me faire agresser. C'est vilain dans ta tête, vilain dans ton corps, puis tais-toi, puis continue. Parce qu'ils vont te détruire, ils vont te manger tout cru. Donc, ça devient plus psychologique, la problématique. C'est
tu vas voir les confrères, ils sont forts, on grimpe dans le truck, ils sautent du truck, let's go les grosses armes. Tu sais bien, toi, c'est une fille, fait qu'on va te donner la petite arme. Ben, il y en a des filles qui sont capables de la pogner, la grosse arme aussi. Il y en a des filles qui ont la masse musculaire, qui sont top notes, comme on dit. Fait que c'est toujours une relation de pouvoir, une guerre de pouvoir, une guerre de, comme on dit, psychologique, t'es bon rien, t'es pas capable de suivre, t'es pas capable de courir, t'es pas capable de ci. Quand il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses, il y a d'autres points forts que les personnes, on est toutes différentes, qu'on est capable d'utiliser à notre masse. C'est pas parce qu'on n'est pas des coureurs olympiques qu'on n'est pas capable de forcer, on n'est pas capable de faire une job précise qui est bonne à la mission. Il y a une forme d'uniformisation extrême, exagérée, qui est véhiculée. Je voudrais vous interroger sur comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous êtes senti abandonné lors de votre départ des Forces armées canadiennes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé de votre côté? Comment est-ce que vous avez vécu ce passage-là, cette transition-là? Très bonne question. Pour ma part, je ne voulais pas sortir des forces parce que c'était... je voulais continuer de servir, je voulais être là pour mon pays. Donc, de me dire du jour au lendemain, tu vas devoir quitter les forces parce que tu es post-traumatique. Quand c'est l'armée elle-même qui m'a rendu comme ça, c'est un échec. On le vit comme un échec. J'ai été 2 ans à m'isoler. L'isolement porte l'isolement. J'avais un couple d'amis, c'était la seule place que j'allais à tous les soirs. Puis on buvait. Donc, à m'en rendre compte à un moment donné que, là, je suis en train de me créer un autre problème, le problème que j'ai besoin de boisson pour continuer demain, pour m'endormir, pour oublier. Donc, de 2017 à 2019, moi, c'est là que j'ai fait ma grosse transition, puis j'étais encore dans les forces, par contre. Mais je ne travaillais plus. Et quand j'ai sorti officiellement en 2019, pour ma part, j'ai une amie qui m'a lancé comme ça, elle dit « Hey, le café Félin, c'est à vendre, on devrait acheter ça. » Parce qu'en plus d'avoir des blessures psychologiques, j'ai aussi le fibromyalgie. J'ai d'autres blessures aussi. Là, j'ai fait au début, j'ai fait non, gars, j'ai pas la capacité de me sauter dans le public. Puis on dirait que je remercie la vie, parce que c'est vraiment la vie qui me donnait un éclair de génie dans le cerveau en disant, ben écoute, ça pourrait être ton phare. Ça pourrait être ton safe space, comme on dit, mon endroit sécure, en dehors de la maison. Parce que pour ma part à moi, on m'harcelait jusque chez nous, dans mon téléphone personnel, en passant chez nous. Donc, j'étais plus en sécurité chez nous. En sortant des forces, j'étais comme, OK, wow, c'est où mon endroit où je vais me sentir bien? Et en achetant cet endroit-là, ben, j'ai créé mon phare, j'ai créé mon endroit où ça m'a permis de me reconnecter avec la société. Ça m'a permis de faire un pas en avant de l'autre. Ça m'a permis, petit à petit, de trouver une autre fonction à ma vie, une autre façon de servir. Parce que pour moi, le lien de servir, d'aider l'individu, c'était plus fort que tout. Donc, pour moi, ma transition, ben, j'appelle ça pour moi mes 2 ans d'enfer de 2017 à 2019. Ça a été mon enfer à moi où je m'isolais. J'avais de la misère à aller faire l'épicerie. J'avais juste seulement ce couple d'amis-là que j'allais. Ma famille n'était pas au courant de rien. Faut mentionner que moi, ma famille est au Nouveau-Brunswick, donc je suis célibataire. L'isolement est encore plus pratique. Et la peur du jugement, de dire à sa famille qu'on est post-traumatique. Donc, c'est vraiment pour moi le café qui m'a sauvé la vie et que j'en fais maintenant ma mission, d'être un arbre de paix pour les vétérans, d'être un safe space, d'être un endroit où j'ai beaucoup de vétérans qui sortent des forces, sont en transition, et la transition les envoie chez nous pour se réadapter, pour se réacclimater à la vie civile. Donc, ils viennent faire du bénévole un après-midi, une journée, une demi-journée, 2 fois, c'est eux qui décident. Et quand ils viennent chez nous, bien, ils font ce qu'ils veulent.
Si pour eux, le seul fait d'être assis, flatter des chats, c'est ce qu'ils ont de besoin, c'est ce qu'ils sont confortables, bien, c'est ce qu'ils font. Puis c'est des voir grandir de fois à fois. Je vais aller débarrasser une table. Je vais aller prendre la commande, je vais aller servir les clients. Donc, graduellement, ils se réintègrent la communauté. Fait que pour moi, c'est vraiment la plus belle victoire. Mais pour d'autres, c'est encore très difficile. Puis c'est pour ça des colloques comme aujourd'hui, pour nous permettre de voir ce qu'on vit à l'intérieur. Pour voir que, tu sais, quand on quitte une job, les gens civils, on quitte une job, on en prend un autre. Mais pour nous, les militaires, on quitte le monde militaire, c'est où on va. C'est où on va se diriger, parce que pour nous, la majorité d'entre nous, on ne peut plus travailler au niveau des civils. On est pensionné, oui, mais pensionné quand tu n'as plus d'utilité, ça sert à quoi? Donc, c'est beaucoup le mental. Et qu'est-ce que revêt pour vous la prise de parole publique? Le fait de vous exprimer ici lors de ce 20e colloque international en santé mentale, le fait d'être en première ligne de la parole, quelle importance a ça pour vous? Bien, pour moi, c'est une victoire de plus. Mettre mes espadrilles à matin pour venir ici, c'était demandant. C'est demandant physiquement, c'est demandant psychologiquement. Je savais que j'étais pas seule, j'étais avec 2 confrères, une super bonne intervenante. Donc, je savais que j'avais des alliés. Puis, pour moi, bien, c'est un beau cadeau de la vie encore de nous permettre. Je donnais l'exemple tantôt à quelqu'un, j'ai été dans le bas de la pente. J'ai su trouver l'aide avec les intervenants, avec les psychologues que j'ai suivis, avec les moyens qu'on m'a donnés d'outiller, de monter en haut de la pente. Mais pour y rester, c'est un travail chaque jour. Et cette plage-là qu'on a aujourd'hui, d'être porte-parole, si je peux nommer ça ici, d'avoir la parole, bien, c'est d'aider les gens, les intervenants, à leur montrer que nous sommes pour tendre la main, eux aussi, pour les aider à monter la pente. Donc, chacun monte la côte à son rythme. Puis des fois, on monte un pont, on en descend 2 pour en remonter 3. Donc, c'est chacun sa bataille, mais quand on est bien outillé, quand les intervenants sont bien outillés pour notre version à nous, bien, je pense que ce colloque-là, c'est une belle réussite. Puis pour moi, c'est une très belle réussite. C'est un pas de plus. Parce que oui, avec le temps, j'ai appris à m'exposer, j'ai appris à parler, à expliquer aux gens dans mon resto qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, je fais des j'appelle ça mes mini-sessions, ma mini-thérapie à moi, pour que les gens comprennent que c'est un concept unique, mon resto. Parce que moi, je suis post-traumatique. Il y a des journées que je ne file pas. Il y a des journées que j'ai pas envie de sourire, puis je ne sourirai pas parce que je dis toujours qu'il faut laisser les masques tomber. Et mes employés, j'ai une sœur de militaire, j'ai un fils de vétéran, j'ai des autistes, j'ai des trisomiques, pour que les gens comprennent que c'est ça la société, puis qu'ensemble, on va avancer. Donc, pour moi, d'être ici, bien, c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment une victoire. C'est vraiment un pas de plus. Je vais en partir fatiguée, épuisée mentalement, physiquement, mais tellement reconnaissante. Tellement, j'ai pas de mots, mais tellement illuminée de si ça peut en sauver un autre. Si ensemble, on peut donner la main puis que la personne l'attende, parce que c'est pas juste d'attendre la main. Si vous ne la prenez pas, la main, on peut pas vous pogner puis vous tirer. Mais je pense qu'ensemble, à force que les gens du milieu civil vont comprendre la réalité, la peur du jugement pour nous et tout, quand on a mentionné tantôt, on n'a plus d'uniforme. On se relie à quoi? À nous maintenant. Quand les gens vont comprendre ça, ils vont nous tendre la main et dire bonjour. À commencer à nous dire bonjour, ils nous regarder avec t'es qui toi? T'es un militaire, t'es qui? Parce que souvent, on a un regard différent. Sur nous-mêmes, premièrement, il faut casser ce regard-là. Donc, c'est vraiment magnifique, puis j'espère que ça va se répéter pour les années futures, puis que ça va faire des petits, si on peut dire, parce qu'il y a des gens de partout au Québec, ici. Donc, si ça peut se propager, bien, puis que je peux contribuer à ça, bien, wow, c'est magnifique.
Bien, ma question, elle est pour vous, Ginette Doucet. Quel rôle, justement, peut jouer la société civile et avec elle, le citoyen, la citoyenne, dans la transition des vétérans? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien, je dois quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites, que ce soit dans les forces puis, du ministère des Anciens combattants. Dans les forces, il y a des centres, les centres de la famille. À chaque base, il y a ces soins autour. Les ACC, les Anciens combattants, offrent beaucoup, beaucoup de services. Mais, comme Lisa disait, puis comme j'ai eu cette discussion-là des centaines de fois, dans le fond, avec les gens avec qui je travaillais, il faut aller les chercher, les services. Fait que, on parlait de la détresse psychologique et tout ça. Puis, oui, il y a, dans une de tes questions, Pascal, tu me nommais, il y a l'Afghanistan, il y a Gaza, il y a tout ce qui se passe là maintenant, il y a toutes les missions qu'on connaît, mais il y a aussi tout le quotidien des militaires qui amène des conséquences aussi. On sait, en Afghanistan, il y a eu 158 décès de militaires canadiens qui sont malheureusement morts au combat, mais on sait qu'on a dépassé largement ce chiffre-là maintenant, post-Afghanistan, en suicide, en overdose, des gens qui se sont donné la mort de différentes façons parce que les conséquences psychologiques post, je crois, sont encore plus difficiles que pendant. Ils sont formés pour être en déploiement, t'sais. Fait que ce qu'on peut faire, c'est juste continuer à bonifier les services, mais je crois d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre c'est quoi le besoin des militaires, des vétérans, mais aussi comprendre comment aller les chercher. Parce que, tu sais, comme on a parlé de la réalité des femmes, tu sais, la femme tough qui va pas demander de l'aide. Même chose pour le militaire homme aussi, ou le haut gradé qui ne va jamais demander de l'aide parce que, tu sais, lui, il a comme tous ses boys, là, tu sais, lead by example, c'est ça aussi, hein, tu sais, ils montrent l'exemple, mais souvent, ils vont montrer l'exemple de la force, on met pas de genoux par terre, on continue no matter what, tu sais. Fait que de comprendre comment on peut aller chercher quelqu'un comme ça, puis l'amener à, OK, comment toi, on pourrait t'attacher à un processus thérapeutique? Comment on pourrait t'attacher à des services? Puis en préservant son identité, son ego, son grade, tout ça, je crois que plus on va comprendre de l'intérieur la dynamique des gens, mieux on va adapter nos services à leurs besoins, pas selon nos besoins à nous comme civils. Puis on va juste bonifier toute l'offre de services qui est grandissante vraiment, là, déjà. Merci à toutes les deux, c'était passionnant. Il y a beaucoup de sujets connexes. Hein. Il y a aussi notre rapport justement à l'armée, comment rendre cette profession plus humaine. Il y a beaucoup de questions qui découlent et qui vont peut-être découler dans la tête des gens qui vont nous écouter suite à vos témoignages. Merci beaucoup. Si je peux peut-être ajouter aussi par rapport à ça, c'est de plus en plus, puis c'est bien, lead by example, démontrer aussi au milieu interne militaire que c'est correct de mettre le genou à terre. Donc l'officier, s'il réussit à mettre le genou à terre en amont de sa troupe, démontre à ses gars que c'est correct. Il y a des moments pour ça. Puis ça peut peut-être aider au niveau de la transition après aussi, à vider son casse, vider son sac petit peu à petit peu. Parce que ce qu'on apprend, ce qu'on fait, on fait des missions, on fait du travail de chaque jour, on enfouit à l'intérieur, on enfouit. Puis c'est ça quand ça explose, qui est dangereux. Donc, si, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, qu'on réussit à faire comprendre à l'intérieur qu'il y a des services, puis il faut les prendre, bien, je pense que ça va limiter des dégâts éventuels aussi dans les années à venir. Merci, mesdames.